Skylab's re-entry will be awesome. 79 tons boring its way into the atmosphere like a shooting star, burning and breaking up into an estimated 500 pieces of molten metal, all streaking across the sky in a spectacular display of light. It's one thing I'll never forget, and it'll always be in my head, seeing that Skylab coming towards us. Then they said that the President of the United States wished to speak, and another voice came on, and he said that he wished to apologise to all the Australian people for the inconvenience of Skylab landing over Australia. Salut les terriens, il y a 45 ans cette année, la toute première station spatiale américaine finissait sa course au sol à plusieurs milliers de kilomètres de sa cible, en plein territoire habité du sud de l'Australie, certains fragments retombant dans les jardins. Une grave erreur d'appréciation qui aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques, alors que la NASA tentait pourtant depuis des semaines de rassurer la planète sur le danger que représentait la chute imminente et quasi incontrôlée de Skylab. Il faut dire que la perspective d'une station de plus de 75 tonnes et de la taille d'une locomotive s'apprêtant à tomber n'importe où, entre 50 degrés de latitude nord et sud, c'est-à-dire dans la zone où vit l'immense majorité de l'humanité, commençait, comme on va le voir, à préoccuper sérieusement. Alors, comment l'objet le plus massif jamais retombé de l'espace à ce moment-là a fini sa course en partie dans un village, et quelles erreurs ont commises les ingénieurs en charge de cette désintégration, avec des conséquences diplomatiques parfois insolites? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un colosse de 25 mètres de long par 17 dans sa plus grande largeur, un cylindre habitable de 6 mètres de diamètre qui en fait encore aujourd'hui le plus vaste espace pressurisé jamais envoyé d'un seul tenant dans l'espace, permettant à ses occupants de profiter de la magie de l'impesanteur d'une façon qu'aucune autre station n'a plus permis depuis. Skylab était avec son énorme télescope dédié à l'observation du Soleil, le premier laboratoire scientifique en orbite. Aboutissement d'une vision de Wernher von Braun qui avait dès le départ théorisé l'emploi des énormes réservoirs de la fusée Saturne V comme habitats spatiaux et qui espérait même en généraliser l'usage à l'exploration lunaire et plus lointaine du système solaire, Skylab est l'enfant de la fin prématurée du programme Apollo et n'a plus jamais eu d'équivalent dans l'histoire. Mais si vous voulez en apprendre plus à son sujet, sur sa conception et ses missions habitées, je vous renvoie à la précédente vidéo que l'on a déjà faite à son sujet, car aujourd'hui, c'est du chaos qui a entouré sa fin rocambolesque dont je voudrais vous parler. En fait, Skylab n'était pas destiné à tomber cette année-là. Dans les plans de la NASA, la station avait encore au moins 3 ans à vivre et devait même devenir la première destination de la toute nouvelle navette spatiale, mais comment dire, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. À son lancement en 1973, la station Skylab est conçue pour rester 10 ans dans l'espace. Bâtie autour d'un énorme réservoir d'hydrogène de Saturne V reconverti, c'est alors de loin l'objet le plus massif à avoir été placé durablement en orbite terrestre, et il est certain que sa rentrée atmosphérique laissera des débris de grosse taille parvenir au sol. Une désorbitation au-dessus d'une zone densément peuplée pourrait avoir des conséquences humaines graves, et par conséquent, voilà comment la NASA avait programmé sa fin de vie. Fin 1973, alors que le 3e équipage s'envole vers la station, la dégradation de son état commence déjà à préoccuper les ingénieurs. Plusieurs systèmes commencent à donner des signes de faiblesse, les gyroscopes chargés d'en maintenir l'orientation tombent en panne l'un après l'autre, les systèmes de régulation thermique commencent à flancher, et certains panneaux solaires arrivent déjà en fin de vie. Skylab est en train de mourir prématurément. Cette 3e mission sera donc la dernière, suite à quoi la station sera mise en veille en attendant soit un rehaussement de son altitude, soit une désorbitation contrôlée. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car Skylab n'est pas équipée de propulseurs suffisamment puissants pour accélérer ou freiner d'elle-même. Il faudra donc d'abord lui installer une fusée d'appoint spécialement conçue dans ce but, le TRS pour Teleoperator Retrieval System, construit par la firme Martin Marietta. En février 1974, alors que les 3 hommes de la dernière mission retournent sur Terre, la NASA est plutôt confiante sur la suite des opérations. Sa navette spatiale est en chantier et elle devrait être opérationnelle avant 1980, or on prévoit que les frottements atmosphériques ne provoqueront pas la chute de Skylab avant fin 1982. Le TRS sera donc apporté dans la soute du second vol orbital de la navette et amarré à la station. Il permettra alors d'en contrôler l'altitude à distance, d'abord pour la rehausser, puis en temps voulu pour programmer la rentrée atmosphérique qui en fera plonger les 76 tonnes en pleine mer le plus loin possible de toute terre émergée.
Mais deux événements vont se mettre en travers de ce chemin bien tracé, et le premier, c'est une colère particulièrement puissante de notre étoile. En temps normal, l'activité du Soleil varie selon des cycles plus ou moins réguliers de 11 ans environ, et justement 1980 doit être son pic d'intensité. Mais dès 1978, il apparaît que les ingénieurs ont largement sous-estimé leurs prédictions. Alors quel rapport y a-t-il avec la chute de Skylab ? Eh bien, l'activité solaire a un impact direct sur l'atmosphère terrestre et donc la trajectoire des satellites. Lorsqu'elle augmente, l'air se réchauffe et gagne en volume. La couche atmosphérique qui entoure notre planète devient alors plus épaisse. Et pour les appareils en orbite, cela signifie, pour une même altitude, une plus grande densité en particules et donc plus de frottement. Ils perdent alors leur vitesse et donc leur altitude plus rapidement qu'en temps normal. Pour Skylab, les nouvelles projections sont d'un coup bien plus inquiétantes. L'échéance de fin 1982 vient de se rapprocher à l'automne 1979, ce qui ne laisserait plus qu'une seule année pour livrer le TRS, un délai bien trop juste, alors que la navette vient à peine de commencer ses premiers essais en vol plané. Le tout pour le tout, il est décidé de commander une réorientation de la station. Elle est placée parallèlement à la surface, ses panneaux solaires à plat comme les ailes d'un avion. De cette façon, on espère que les frottements s'en trouveront réduits suffisamment pour la maintenir en orbite jusqu'en 1980, ce qui achèterait un délai suffisant pour correspondre au premier vol de la navette. Mais fin 1978, un deuxième coup de poignard vient achever les plans de sauvetage, car c'est officiel, la navette ne décollera pas en 1980. Les retards s'accumulent et le premier tir orbital n'est plus espéré avant 1981, puis décalé à 1982. Et dans le même temps, malgré sa réorientation, Skylab continue de plonger à grande vitesse. Elle ne tiendra pas au-delà de l'été 1979. La NASA renonce alors officiellement à sauver sa station ou à en contrôler la chute. La seule chose qui reste en son pouvoir, c'est d'ajuster son orientation pour accélérer ou freiner cette chute. Mais ça ne permettra au mieux que de gagner quelques dizaines de minutes quand on saura déjà quand et où le crash aura lieu. Dès le début 1979, la nouvelle de la chute incontrôlée de Skylab se propage dans les médias jusqu'à l'autre bout du monde, et alors que même la NASA reste floue à la fois sur la zone du crash et les conséquences à attendre, certaines réactions commencent à friser la psychose collective. À l'image de ces jeunes vendant des casques estampillés Skylab Protector 79 dans les rues de Melbourne, l'idée d'un crash catastrophique commence à infuser. Les reporters commandent de semaine en semaine les prévisions transmises par la NASA, des dessinateurs commencent à proposer des vues d'artistes de la catastrophe. Il faut dire que la situation n'avait rien de réjouissante. Retombant sur Terre, on annonce que Skylab devrait arroser de débris une zone de 1500 km de long sur 600 de large. Au printemps, c'est la date du 12 juillet qui est arrêtée, mais si au fil du temps les prévisions s'affinent sur le jour du grand plongeon, on reste dans le vague sur l'endroit où elle aura lieu. Car à la vitesse où elle file, la station fait le tour du monde en 1h30, et pour savoir où elle finira sa course, il faudrait connaître l'heure exacte de sa rentrée finale à quelques minutes près, ce qui est alors impossible à prévoir avant le dernier moment. En Australie, une inquiétude assez légitime s'est installée depuis plusieurs jours, car Skylab survole le pays 6 fois par jour. Et si 5 de ses orbites évitent les plus grandes villes, la 6e passe précisément au-dessus de Melbourne et Sydney. Les journaux font leurs gros titres sur le danger que la station représenterait en cas de descente à ce moment-là. Le fait de n'être informé du lieu réel du crash que dans les dernières heures ne fait qu'aggraver les inquiétudes. Pourtant, l'agence américaine se veut rassurante, les probabilités pour que les débris causent des accidents impliquant des humains sont de 1 sur 150. Pour le détail, l'heure du crash sera connue approximativement 3 jours à l'avance et le lieu environ 2 heures seulement avant. Sur ABC News, le présentateur essaye de donner à ses téléspectateurs une idée de ce qui s'apprête à leur tomber dessus en comparant Skylab aux dimensions d'une énorme locomotive. Le 11 juillet au matin, alors que Skylab n'est plus qu'à 150 km du sol, les projections inquiètent côté américain. Car la dernière orbite semble devoir être la 34 980e, or celle-ci survole les zones les plus densément peuplées du nord-est américain. Une pluie de débris spatiaux sur New York ou Washington n'est pas envisageable, et la NASA réagit en réorientant sa station pour augmenter les frottements, puis en la faisant tournoyer sur elle-même pour la stabiliser. Dans cette nouvelle configuration, elle a bon espoir de retarder la descente d'environ une demi-heure jusqu'au début de la 34 981e et donc de viser une zone quasiment vide de toute terre quelque part dans le sud de l'océan Atlantique.
Mais ces calculs sont des prévisions basées sur des modèles imparfaits. Une erreur de 5% dans les prévisions d'activité solaire donnerait 3 à 5 minutes d'écart sur le moment de la chute finale. Une mauvaise estimation de l'altitude à laquelle la station se désintégrera de seulement 4 km donnerait elle 10 minutes d'erreur, tout comme le fera un seul % d'inexactitude sur la prise en compte des forces aérodynamiques. Et 10 minutes de retard, ce sont plus de 5000 km d'erreur sur la zone d'impact. On comprend donc que malgré tous les efforts de l'agence pour modéliser au mieux ce qui va se dérouler dans les heures qui viennent, la moindre erreur peut rendre les prévisions totalement fausses, et il faut avoir en tête que la désintégration atmosphérique d'une station de 25 mètres est une chose pour laquelle on n'a à peu près aucune expérience sur laquelle appuyer ses calculs. Les ingénieurs en charge de ces prévisions ont anticipé un déroulement très précis du démembrement de Skylab par les forces aérodynamiques. À 92 km, les panneaux solaires seront arrachés les premiers. Les 4 longues bandes qui entouraient le télescope solaire, comme les pétales d'une fleur, seront donc les premières victimes. À 80 km, c'est le télescope lui-même ainsi que tous les instruments attachés à l'extérieur de la station qui devraient être emportés, suivis de près par le nœud d'amarrage des capsules Apollo à 76 km. À 70 km, enfin, le cylindre géant qui constitue la structure pressurisée principale, comprenant les quartiers de l'équipage et les laboratoires, devrait achever de se disloquer. À 2h du matin, le 12 juillet, le flash info d'ABC News annonce que la station a commencé sa descente et qu'on attend son crash quelque part dans l'océan Indien, quelques milliers de kilomètres plus loin sur sa trajectoire par rapport à la zone visée dans l'Atlantique. Tout le monde à la NASA est certain qu'elle n'ira pas plus loin, et jusque-là, tout va pour le mieux. Mais à l'heure où Skylab devait survoler, déjà sous forme de pièces détachées, l'île de l'Ascension dans l'Atlantique Sud, les opérateurs constatent avec un certain effroi qu'elle est entière et en état de fonctionnement, puisqu'ils en reçoivent un signal rendu plus clair que jamais par sa faible altitude. L'un d'eux, Dave Huntsman, se souvient « Tous les écrans se sont allumés comme un sapin de Noël, la liaison était meilleure que toutes les années précédentes. Skylab commençait à brûler et transmettait encore, on recevait les données de sa désintégration en temps réel, puis elle est passée sous l'horizon et c'en a été fini pour de bon. » Verdict, il semblerait que Skylab était un peu plus solide qu'on ne le pensait et qu'elle a mieux résisté au frottement. Sa destruction a donc eu lieu à plus faible altitude que les calculs ne l'avaient prédit, repoussant d'autant la zone d'impact des débris. La repoussant même en fait jusqu'au sud de l'Australie. Ce matin du 12 juillet, une pluie de débris s'abat sur la région d'Espérance en Australie occidentale. La zone n'est pas très densément peuplée, mais plusieurs villages sont tout de même frappés par les restes calcinés de la station. On ne dénombre heureusement aucune victime ni dégâts matériels significatifs, mais de nombreux témoins racontent avoir entendu des grondements et des claquements semblables au bang supersonique d'un avion, alors qu'une nuée d'étoiles filantes emplissait le ciel et fondait sur eux, une vision qui restera à jamais dans leur mémoire. Le plus massif des restes retrouvés au sol, c'est cet impressionnant réservoir d'oxygène, tombé heureusement loin des habitations. Sa taille ne laisse pas vraiment de doute sur les dégâts qu'il aurait pu causer en tombant sur une maison habitée à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Un jeune homme de 17 ans, Stan Thornton, a entendu s'écraser un débris avec un bruit fracassant dans son jardin d'Espérance. Le matin, il récolte au total 24 fragments avant de se mettre immédiatement en route pour demander un visa de séjour aux États-Unis. En effet, la radio a annoncé que le gouvernement américain promettait $10 000 US à celui qui ramènerait le premier morceau de Skylab sur son sol. Il embarque donc dans le premier avion pour San Francisco, et dès son arrivée, le jeune homme est cerné par les caméras qui le suivent à chacun de ses déplacements. Son histoire fascine les journalistes autant que son geste de se déplacer en personne, et après une semaine d'attente au Marshall Space Flight Center, le temps d'authentifier les débris, le prix lui est bel et bien remis. L'analyse de ces débris et de bien d'autres rassemblés par les habitants de la région permettra à la NASA de déterminer que la station s'était finalement désintégrée à 16 km de la surface seulement, une altitude beaucoup plus faible que ce qu'ils avaient anticipé. Pendant ce temps, dans la petite ville de Belladonia, un peu plus loin dans les terres, c'est la sonnerie de la petite cabine téléphonique municipale qui retentit. À cette dame qui décroche, une voix annonce que le président des États-Unis souhaite lui parler, et c'est un Jimmy Carter parfaitement sérieux qui, au nom de tout son pays, lui fait ses excuses pour avoir laissé Skylab s'écraser sur sa ville. Quant à la municipalité d'Espérance, plutôt fair-play et avec un certain humour compte tenu des circonstances, elle s'est contentée de réclamer à la NASA une amende de $400 australiens pour abandon de détritus sur la voie publique. Amende qui, soit dit en passant, n'a jamais été réglée par l'agence.
Le réservoir d'oxygène, lui, a d'abord été exposé au public dans une chapelle de la ville de Kalgoorlie et a servi à rassembler des fonds pour le foyer des femmes locales. Officiellement, les pièces de Skylab tombées au sol sont considérées comme propriété du gouvernement américain, mais dans les faits, la NASA laisse chacun en faire ce que bon lui semble, se déclarant seulement intéressé par le rachat de certaines d'entre elles pour réaliser les analyses qu'on évoquait plus tôt. Pour le reste, chacun est libre de décorer sa cheminée avec, et certains des plus intéressants sont aujourd'hui exposés dans un musée de la ville. Cependant, là où les choses se sont tendues entre les deux pays, c'est au moment où certains politiques en Australie ont commencé à affirmer que la chute de Skylab sur leur territoire n'était pas un accident, mais une agression délibérée. Il faudra le déplacement du porte-parole du gouvernement américain pour calmer cette rumeur. Son intervention résume à elle seule l'impuissance des autorités dans cette situation. Je cite, « L'orbite pendant laquelle Skylab est tombée était heureusement celle qui présentait le minimum de risque pour des vies humaines, alors même qu'elle survolait l'Amérique du Nord. Cela aurait été bien pire sur une orbite survolant l'Europe ou la Chine. Nous avons perdu trace de l'objet à son dernier survol de l'île de l'Ascension. Nous n'avons plus eu de nouvelles jusqu'à apprendre qu'il tombait sur l'Australie. » Une impuissance qui, à travers le temps, nous renvoie à une autre préoccupation, parfaitement actuelle cette fois, celle de la fin de vie d'une station bien plus vaste, bien plus massive, dont la désintégration serait encore plus problématique, et dont les derniers événements bien terrestres ont rendu l'avenir plus qu'incertain. Aucun module de l'ISS n'a individuellement les proportions ni la masse de l'énorme cylindre de Skylab, mais c'est un puzzle qui a été assemblé petit à petit pendant des décennies, et le résultat aujourd'hui est un complexe orbital de plus de 420 tonnes et de la taille d'un terrain de football. Comme Skylab, elle descend peu à peu en altitude sous l'effet des frottements atmosphériques, et même si aujourd'hui on prend soin de la rehausser régulièrement, tout comme Skylab, elle finira un jour sa course sur le plancher des vaches. Et d'ailleurs, pour répondre à un commentaire que je lis régulièrement sous les vidéos de la chaîne, non, il n'est absolument pas envisageable de la propulser en orbite lunaire ou même à une altitude où elle ne retomberait plus. Elle est malheureusement bien trop lourde pour avoir la moindre chance d'être remontée suffisamment haut pour cela. Aucun vaisseau actuel n'a la puissance pour réaliser une telle manœuvre. Le seul destin possible pour elle et ses modules, c'est de finir dans l'atmosphère terrestre, les seules questions étant quand, où et comment. On l'a vu avec l'exemple de Skylab, plus il y a de composantes de taille et de masse différentes, plus la dislocation de l'ensemble se fera sur une large plage d'altitude, et donc se répartira sur une zone plus longue au sol. Les panneaux solaires partent en premier, puis les structures un peu plus résistantes, etc. jusqu'aux modules les plus compacts. Et l'ISS est un assemblage de panneaux, de poutres, de radiateurs, de modules et autres sas de toute forme et masse possible. La faire plonger telle quelle vers la Terre impliquerait que ces différentes parties, rentrant à différentes vitesses, s'étaleraient sur des milliers de kilomètres. Il y a donc ici deux options possibles, soit désassembler un à un ces principaux modules avant de les freiner de façon contrôlée pour les faire atterrir dans l'océan. C'est l'option de loin la plus sûre, mais qui sous-entend le tir d'autant de fusées pour livrer les vaisseaux propulseurs destinés à chaque sous-partie, et donc pour un coût total déjà estimé à plusieurs milliards de dollars. L'autre option, c'est de la faire plonger en un seul morceau, mais en visant une région suffisamment loin de toute zone habitée pour que malgré cette immense traînée de débris, personne ne soit mis en danger. Cet endroit serait dans l'idéal le point Nemo, quelque part dans le Pacifique Sud, qui est par définition l'endroit le plus éloigné de toute terre émergée de la planète. Mais vu les incertitudes quant à la séquence réelle de désintégration, particulièrement difficile à modéliser vu la complexité de la structure, cette option représente une prise de risque non négligeable de répéter la même erreur qu'avec Skylab, et à la moindre erreur, d'arroser des zones habitées. Donc ne nous y trompons pas, la désorbitation de l'ISS est un véritable problème qui est loin d'être résolu aujourd'hui, et qui a même pris une tournure un peu plus préoccupante avec l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Car inutile de vous dire que diplomatiquement, les relations entre États-Unis et Russie, les deux principaux acteurs de la station, se sont considérablement refroidies. Or, si la désorbitation de la station est une phase dont la responsabilité reviendra officiellement à la NASA, les systèmes de contrôle d'attitude de l'ISS se trouvent du côté russe de la station, et son freinage est supposé être réalisé par les vaisseaux Progress, habituellement employés pour l'approvisionnement. Des vaisseaux Progress, russes, s'il était besoin de le préciser. Les plans de désorbitation qui étaient jusque-là pensés comme une étroite collaboration entre les deux agences s'en voient donc passablement compliqués.
Alors comment se déroulera-t-elle réellement ? En fin d'année dernière, la NASA a réagi en lançant un appel d'offres pour le développement d'un nouveau vaisseau, le USDV pour United States Deorbit Vehicle, un engin conçu spécialement pour ce travail de freinage. Mais ce vaisseau est loin d'être construit et bien des revirements peuvent avoir lieu avant sa mise au point. Alors, comment finira l'ISS ? Désassemblé, désintégré ou pire que tout, abandonné ? Espérons au moins que la NASA ne répétera pas les erreurs de Skylab et que personne n'aura à porter de casque en attendant sa chute. Et voilà les terriens, c'est une bonne occasion de se rappeler que tout ce qui est lancé en orbite basse nous reviendra fatalement dessus un jour ou l'autre. Une chose à garder en tête lorsqu'on entend SpaceX se vanter de pouvoir, grâce au Starship, multiplier par 10 la masse en orbite dans les années à venir. Nous voilà en tout cas arrivés au bout de cet épisode, n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, et quant à moi je vous retrouve très bientôt pour la suite. Ciao les terriens!